Devant les menaces d'élections qui se font de plus en plus intenses, j'ai pas eu à réfléchir longtemps sur mon avenir. Alors, je vous annonce aujourd'hui qu'après 3 élections, je suis prêt à m'en taper une 4e en 9 ans. Donc, c'est clair qu'habituellement, avec 4 mandats, parce que j'espère le 4e en politique, on fait une carrière de 16 ans avec ça. Là, je serais rendu à 12 ans. Heureusement, j'ai encore de l'énergie à donner pour les 4 prochaines années. C'est, comme je l'ai déjà dit, que je dis aux gens que je rencontre dans mon camp, c'est dur sur le patient, mais c'est très efficace pour les gens parce qu'on a un rapport de force, même si on n'obtient jamais nécessairement tout au moment où on le veut. La gestion du Parlement est différente. Vous savez très bien que le Bloc a donné une date butoir au gouvernement de Justin Trudeau au sujet de 2 gros dossiers qu'on porte depuis longtemps. D'abord, il y a mon projet de loi C-282 sur la protection des agriculteurs sous gestion de l'offre, qui est rendu au Sénat, qui a franchi toutes les étapes de la Chambre et qui est séquestré dans un comité du Sénat qui prend son temps depuis 1 an et demi pour l'étudier, mais il y a juste un article. Puis cet article-là, il n'est pas amendable. Et tout ce que tu peux amender du projet de loi, c'est d'y mettre une date de mise en œuvre. Donc, tu dis, ce projet de loi sera mis en œuvre dans 10 ans, si tu ne veux pas qu'il soit appliqué au moment de la sanction royale de Charles, parce qu'on a encore besoin de ça. Donc, c'est de la séquestration de 2 sénateurs qui sont les anciens négociateurs des accords de libre-échange qui ont porté atteinte aux producteurs sous gestion de l'offre depuis les 3 derniers accords. C'est Justin Trudeau qui les a nommés et un des grands amis de Justin Trudeau à qui il parle régulièrement est un de ceux-là. Alors, quand on a dit à M. Trudeau, prends le téléphone puis rappelle-lui qui l'a nommé, parle à ton chum, on s'attendait à ce que ça se fasse assez rapidement. Toujours est-il qu'il y a une grosse manifestation, rappelez-vous. Nous, au Bloc, là, comme c'est pas le pouvoir qui motive notre action politique, mais la défense des intérêts du Québec et des citoyennes et des citoyens, où qu'ils soient au Canada. Quand c'est bon pour le Québec, ça peut être bon pour le reste du Canada. On est bien content avec ça. Ça fait en sorte qu'on a une démarche transpartisane. Sur la gestion de l'offre, quand on a gagné le dernier vote en Chambre, 262 députés pour, 51 conservateurs contre. C'est un gros appui, ça, pour un projet de loi, là, en termes de vote. On n'a pas été triomphaliste, le Bloc. On est sorti avec tous les partis qui avaient voté pour. Et ils ont fait la conférence de presse avec nous, la ministre de l'Agriculture de l'époque. Et c'était la victoire de tous les parlementaires qui sont effectivement dans une Chambre des communes, les représentants du peuple. Et là, on a fait une grande manifestation, on a inclus tout le monde encore pour que la Chambre, c'est là qu'elle se passe la démocratie. Nous autres, on est des élus. Eux autres, c'est des nommés. Des nommés jusqu'à 75 ans. OK? On leur dit, écoutez, là, habituellement, là, un projet de loi qui reçoit l'assentiment de la Chambre comme ça, en dedans d'une semaine, il y a déjà la sanction royale de Charles. Comment ça se fait que ça traîne depuis 1 an et demi? Alors, ça ne sera pas parce que Justin Trudeau a décidé de faire des téléphones. Si jamais, effectivement, les élections se prolongent, puis je vous expliquerai pourquoi la date de l'élection pourrait se prolonger ou être retardée, ça se peut qu'on l'ait, ce projet de loi-là, avant les fêtes. Et vous comprendrez que quand on est rentré en Chambre et que les conservateurs, à la première occasion, ont déposé une motion de défiance du gouvernement pour partir en élection, on avait une réserve. D'abord,
Pourquoi donner le pouvoir à Poilievre? Parce qu'il est meilleur que Trudeau? Non, non. Il n'est pas meilleur que Trudeau, premièrement. Alors, nous, ce qui nous intéresse, pas le pouvoir, c'est les intérêts des aînés. Pourquoi on aurait scrappé la possibilité pour les aînés d'une augmentation de leur pension de sécurité du revenu? Et pourquoi on aurait scrappé le projet de loi sur la gestion de l'offre? Parce que ce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est que quand on part en élection, ces projets de loi-là, s'ils n'ont pas eu la sanction royale de Charles, ils tombent, ils n'existent plus. C'est ça le pourquoi on a décidé de donner une date butoir et de dire, puis c'était réaliste en plus, de dire, ben si à la date butoir, on n'a pas la sanction royale ou l'assurance que c'est vers ça qu'on s'en va, alors nous sommes ouverts maintenant à renverser le gouvernement. Alors quand je disais tantôt, long détour peut-être, mais quand je vous disais tantôt que les rumeurs d'élections se font de plus en plus fortes, ben il y a ça. Parce que nous, au Bloc québécois, à la prochaine motion de défiance, de non-confiance du gouvernement, on va voter contre le gouvernement, pour le défaire, pour aller en élection. Il est possible que certains dossiers trouvent une fin joyeuse avant ce moment-là, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça aussi, c'est important que les gens le sachent, c'est qu'actuellement, le gouvernement est aux prises avec un scandale. On veut avoir les papiers, on veut avoir les documents concernant le fonds vert. C'est un fonds vert qui est administré par des gens qui se sont auto-donnés des contrats, auto-attribués des contrats. Il y en a pour 400 quelques millions de dollars. La vérificatrice générale a fait un rapport qui est vraiment là, dévastateur. Et comme d'habitude, les libéraux ont mal géré ça. Cela étant dit, on a demandé d'avoir tous les papiers, tous les documents. Le gouvernement n'a pas respecté la date butoir pour déposer les documents et refuse de déposer les documents. Alors, c'est une atteinte aux privilèges des parlementaires. L'atteinte aux privilèges des parlementaires, dont le travail principal d'un député, c'est de voir à la reddition de comptes de la gouvernance, reddition de comptes du gouvernement. Alors, on a fait ce qu'on appelle une question de privilège. Et cette question de privilège-là fait en sorte qu'elle a la priorité sur tous les autres projets de loi. Donc, la Chambre ne discute présentement dans ses débats que de cette question de privilège pour essayer de convaincre le gouvernement de déposer son projet de loi. Donc, la Chambre ne bouge plus, à part la période des questions et des motions ou des rapports de comité, comme j'ai fait sur l'aide médicale à mourir cette semaine pour faire des débats. Donc, les conservateurs qui ont déposé cette question de privilège, pour pouvoir continuer à parler encore plus longtemps, ont déposé un amendement à cette question de privilège-là, puis pour pouvoir continuer à parler encore plus longtemps, un sous-amendement à la question de privilège. Alors, tant qu'on est dans la question de privilège, on ne peut pas défaire le gouvernement. Fait que dans le fond, Poilievre, là, qui se dit pressé d'aller en élection, là, bien, ça fait son affaire de ne pas aller en élection actuellement, de crier au scandale, de démontrer que le gouvernement n'est pas bon, etc., de faire son show à période de questions. Mais s'il voulait partir en élection, il arrêterait ça tout de suite pour qu'on puisse déposer une motion de défiance. Et si le gouvernement, donc ça fait l'affaire des libéraux aussi, comprends-tu? Il dénonce, mais il dénonce pas trop, parce qu'il gagne du temps pendant ce temps-là. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire? C'est, mettons qu'on arrête ça là, le gouvernement se sent coincé, ne veut pas déposer les documents, bien, il fait une prorogation, il ferme la shop. Mais là, il sera obligé de porter l'odieux de fermer la shop. Alors, ça fait l'affaire des conservateurs de ne pas faire cela, mais ça fait surtout l'affaire des libéraux. Donc, on attend toujours ce projet de loi-là qui, selon les règles du jeu, avec les pressions qu'on a fait, ça a eu un effet, pourrait sortir du Sénat avant Noël. Et donc, on aurait au moins cette victoire-là. Ce qui n'empêche pas, mais depuis la date butoir, de continuer à voir et à faire des pressions pour que le gouvernement puisse respecter les aînés et arrêter de faire de la discrimination.
parce que nos aînés ont besoin de ne pas être sous ou sur la ligne du seuil de pauvreté. C'est ça qui arrive. On pense toujours que les retraités ont des pensions blindées, là. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Et dernièrement, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vu des grands analystes économistes dire « Ah, c'est épouvantable ». Et le ministre Duclos dit « Moi, je le recevrais, ça, puis j'en ai pas de besoin. » Bien, regarde, c'est parce que pour les 75 en montant, là, la loi le versait quand même. Et la personne, de toute façon, plus elle fait de l'argent, moins elle est éligible. Donc, elle ne reçoit rien dépassé un certain montant. Puis si jamais elle reçoit de quoi, puis qu'elle fait d'autres revenus, bien, l'impôt va aller le chercher. Donc, il n'y a pas de problème de gaspillage en fonction du fait que tu n'en as pas de besoin, là. C'est déjà prévu dans la loi actuelle. Et d'autre part, si on dit 3 milliards, bien, ce n'est pas 3 milliards net, là, parce que ces gens-là vont s'en servir pour vivre, pour acheter les denrées, pour payer leur loyer. Bref, ça va être récupéré. Donc, ça va être dépensé dans l'économie. Ils vont payer des taxes là-dessus. Puis, même si quelqu'un se paye un petit voyage, alors qu'il a travaillé toute sa vie, bien, ce petit surplus-là, si ça peut y permettre d'être heureux, quand on est heureux, bien, on est moins malade et c'est rentable en bout de ligne. J'ai parlé du dossier, donc, de la sécurité de la vieillesse. J'ai parlé de la gestion de l'offre. C'est clair, net et précis que si jamais on est en élection, je l'ai dit à tous les aînés que je rencontre dans le comté, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on les laisse tomber parce qu'on part en élection. Si jamais on part en élection, c'est parce qu'on est certain qu'on ne l'aura pas et il faut absolument continuer la bataille et on va revenir à la charge avec ça. On ne lâchera jamais ce morceau-là, tout comme on ne lâchera jamais la gestion de l'offre. Mais si ça arrivait, la gestion de l'offre, ce serait un exploit là, assez intéressant parce que les agriculteurs attendent ça depuis les 25 dernières années. Évidemment, ce que je veux aussi essayer de mettre de l'avant, qui traîne, parce que, la marque de commerce de ce gouvernement-là, c'est de se traîner les pieds. Puis, je pourrais vous en faire la démonstration jusqu'à demain matin, mais on n'a pas tout ce temps-là aujourd'hui. Mais le dossier des implants mammaires, rappelez-vous, la dernière fois que j'ai rencontré des journalistes ici, je parlais du dossier des implants mammaires. J'étais très, très, très optimiste, j'étais enthousiaste. C'était un rapport unanime de tous les partis dans ce comité de la santé, comité permanent de la santé. On recommandait un registre, on recommandait la mise sur pied d'un comité où les femmes les victimes pourraient y participer. On recommandait aussi la reconnaissance par Santé Canada de la maladie des implants mammaires. Ben, on a reçu une lettre du ministre qui nous dit que Santé Canada, après examen, ne reconnaîtra pas la maladie des implants mammaires. Alors que nos voisins américains, la FDA américaine, reconnaît cette maladie-là depuis un bout. Qu'est-ce que Santé Canada a de plus que la FDA américaine? Très franchement, là, vraiment. Tu sais, c'est des pee-wee à côté de la FDA. C'est des pee-wee, tu sais. Mais eux ne le reconnaissent pas. Alors, il y a toute une bataille à faire. Vous avez vu peut-être cette semaine, là, la charge que j'ai faite au niveau de l'aide médicale à mourir, les demandes anticipées. Encore une fois, ils se traînent les pieds. Hey, le comité dont j'ai fait partie là, sur l'aide médicale à mourir, il a été mis en place en mai 2021. Franchement. On est en 2024. Il a été constitué, il y a eu l'élection de 2021, il a été reconstitué après l'élection. On a remis notre rapport en février 2023. La recommandation phare qui aurait rassemblé presque tous les partis, évidemment, sauf les conservateurs, mais on est allé chercher une conservatrice, c'était d'aller de l'avant avec les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Le gouvernement a ce rapport-là depuis 1 an et demi. Dans l'intervalle, le Québec a déposé sa loi en juin dernier.
Ben, le gouvernement de Justin Trudeau lui-même, le ministre de la Santé, ne comprend pas la loi québécoise, ne l'a même pas lue, j'en suis certain, et prétendent aujourd'hui qu'il faut faire une grande conversation nationale parce que c'est un problème complexe. Ben, à quoi ça sert de faire des comités du Sénat et de la Chambre mixtes qui étudient pendant 2 ans une question, qui reçoivent des milliers de mémoires, qui reçoivent des experts, qui écoutent la population, qui font un rapport, si c'est pour te dire « je suis pas sûr ». Et plus que ça, le Bloc québécois a déposé la solution, parce qu'on n'est pas une opposition seulement d'opposition, on est une opposition de solutions et de recommandations. On leur a déposé la solution. Le projet de loi C-390 du Bloc québécois qui dit la chose suivante. Monsieur le ministre de la Justice, vous considérez que c'est une question délicate et compliquée? Alors, modifiez le code criminel pour faire en sorte que lorsqu'une province, comme le Québec par exemple, qui est un État national, lorsqu'une province a fait le débat, s'est dotée d'une loi, alors elle pourra aller de l'avant au niveau des demandes anticipées. Ça respecte le rythme des assemblées législatives des autres provinces. Ça fait en sorte que la gestion de la santé, des soins de fin de vie, c'est provincial. Bien, à ce moment-là, ça sera un enjeu électoral dans certaines provinces si les gouvernements qui sont là bug pour essayer de partir le processus. Et ça fait en sorte de créer une balise supplémentaire pour un cas de figure qui est plus compliqué que les autres cas de figure d'aide médicale à mourir. C'est la solution qu'on leur propose. Ils nous répondent non. Non, on va faire une grande conversation nationale, puis on ne fera pas d'exception pour le Québec. Ce n'est pas une exception pour le Québec. Ce n'est pas un traitement de faveur pour le Québec qu'on demande. C'est tout simplement de mettre une balise supplémentaire, une condition supplémentaire à l'aide médicale à mourir avec les demandes anticipées, en exigeant qu'il y ait un cadre législatif, réglementaire, une loi, quand tu veux le faire. Et là, vous allez me dire, Québec va de l'avant, le code criminel n'est pas changé. Ben là, c'est pas grave, Québec peut aller de l'avant. Mais oui, Québec peut aller de l'avant. Surtout que là, il fait sa phase administrative, là, remplir le formulaire. Et on sait que aujourd'hui, si tu remplis ton formulaire, c'est pas demain qu'on va procéder à l'aide médicale à mourir, là. Parce qu'il faut que tu sois rendu inapte. Tu fais ça parce que tu es apte. Au cas où, le moment rendu inapte, tu as dépassé ton seuil du tolérable et on demande à ce moment-là que les gens interviennent, l'État intervienne pour ne pas te laisser dans ce degré de souffrance-là. Donc, on a du temps. On aurait du temps pour, effectivement, déposer ce projet de loi-là. On leur a même dit aux libéraux, prenez-le, faites-en un projet de loi libéral, si vous voulez. Nous autres, ce qu'on veut, c'est le résultat. Et là, ils vont se mettre à converser. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'au Québec, l'Association canadienne de protection médicale, leur assureur, là, leur a toujours dit, depuis le début, que lorsque 2 lois ne sont pas pareilles, il faut appliquer celle qui est la plus restrictive. Donc, en ce cas-ci, c'est le code criminel. Et quand le code criminel était moins restrictif au Québec, parce qu'avec C7 puis avec C14, il l'était un peu moins, bien alors, c'est Québec qui disait « Non, non, moi, je n'appliquerai pas, on va appliquer la loi du Québec parce que celle du fédéral est moins restrictive. » Alors, les médecins, un médecin, il fait quoi, lui? Il ne sait pas s'il va être couvert lorsqu'il y aura une poursuite au civil. C'est bien beau de faire une directive au procureur du Québec en disant s'il y a des cas qui sont soulevés au Québec, on ne va pas poursuivre le médecin de nous-mêmes. Le gouvernement a bien beau dire, le gouvernement fédéral, on ne poursuit pas le gouvernement du Québec. Et qui est-ce qui dit que les conservateurs, quand ils vont arriver au pouvoir, ils ne poursuivront pas le Québec pour sa loi 11? Puis qu'est-ce qui dit qu'il n'y en aura pas des poursuites civiles? Alors là, le gouvernement fédéral se lave les mains, s'en va en grande conversation alors qu'on est à la veille d'une élection. Et ce qu'il fait, c'est qu'il pelte sa responsabilité par manque de courage politique dans le cours des conservateurs. Parce que, trompez-vous pas, là, il n'y a personne
qui ne sait pas aujourd'hui que le prochain gouvernement sera conservateur, quand on regarde les chiffres dans le reste du Canada. Il n'y a que le Québec qui résiste à ce vent, ce raz-de-marée conservateur d'un océan à l'autre. Donc, le gouvernement libéral, qui est le champion du libre choix en matière d'avortement, en matière de décision aussi intime pour une femme de décider de son propre corps, bien, quand il s'agit du libre choix pour une décision aussi intime en matière de sa propre mort, bien là, il change d'avis. Puis là, il se met à dire que ça prend une grande conversation, puis il n'est pas prêt à agir, alors que ça fait depuis 2021 qu'il aurait pu consulter, ça fait depuis 1 an et demi qu'il aurait pu faire cette conversation-là. Puis en plus, il y a un comité de gens sérieux qui lui ont dit qu'il fallait qu'il aille de l'avant. Et je pense qu'on est des représentants du peuple. Alors, en plus, entre 83 et 87 % des Canadiens sont pour les demandes anticipées dans le cas de l'aide médicale à mourir. Quand j'ai fait ma campagne en 2015, là, je rentrais dans Tim Hortons partout. Là. La première chose que le monde me disait, là, c'est pas fini, c'est pas mort, ça le bloc. C'était la ligne partout. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, va t'asseoir dans la galerie à Ottawa, le Bloc québécois, on en parle à toutes les périodes de questions. Il est dans les discours de tout le monde, puis on est ceux qui sont attaqués de tous bords, tous côtés, parce qu'on dérange. Puis en démocratie parlementaire, quand tu déranges, c'est que tu es efficace. De 2015 à 2019, on était 10 non reconnus. Le mot Québec était prononcé quand nous autres, on faisait une intervention à Ottawa. Puis le mot Bloc québécois, tu ne l'entendais pas pantoute, sauf quand on avait un vote appliqué, là, tu sais. Parce que quand il y a un vote appliqué, là, c'est on vote par appel nominal, puis après ça, chacun des leaders se lève et dit « Le président, on est d'accord pour appliquer, le Bloc québécois est d'accord pour appliquer le vote », puis il va voter en faveur ou contre. C'est là qu'on pouvait dire le Bloc québécois, c'est le seul moment où le mot Bloc québécois était dit en Chambre des communes de 2015 en 2019, à un point tel qu'on pensait accrocher le trophée du Bloc québécois mort sur un mur. On est revenu en 2019, en 2021, et aujourd'hui, on fait partie de la dynamique là-bas, incontournable. Incontournable.